Le fils d'Agatha Moudio chapitre 9. Ce n'est pas vrai, je n'avais pas tout avoué à ma Médie, lorsque j'étais allé lui dire que l'enfant de Fanny n'était pas le mien. Tout avoué à ma mère? Je n'y pensais pas, car cela eût impliqué que je lui révélerais en même temps mes propres infidélités à Fanny. Et faire des infidélités à Fanny, avec qui donc? Avec Agatha? Ce n'était sans doute pas à ma mère qu'il fallait raconter cela. La pauvre femme m'en aurait voulu terriblement. Aussi avais-je pris le parti de me taire. Maintenant, l'enfant de Fanny était né, et les fêtes célébrant sa venue au monde étaient terminées. La vie reprenait un cours normal. La saison des pluies était venue, avec des averses et des orages comme n'en connaissent que peu de régions du monde. Impossible d'aller à la pêche par ce temps-là. Les gens vivaient alors des maigres économies qu'ils avaient pu faire pendant la belle saison, et des récoltes ramenées au village par leurs femmes. La rue de notre village devint, elle aussi, un vivant facteur de notre économie. Elle rapportait de l'argent pendant la saison des pluies, cette unique rue traversant de part en part notre agglomération. Des jeunes gens bien intentionnés l'aidaient à être une rue vraiment utile. Ils avaient remarqué que la boue provoquée par la pluie pouvait empêcher les voitures de passer normalement. Ceux des automobilistes qui s'aventuraient pendant l'hivernage dans cette lointaine banlieue de Douala arrivaient toujours, à un moment donné, à s'embourber. Alors, ils priaient les habitants de venir à leur secours. Les gens de chez nous sont serviables, mais ils n'aiment guère aller traîner leurs petits pieds nus dans la boue, sous la pluie. Aussi se faisaient-ils réellement prier par les conducteurs imprudents, et n'acceptaient-ils de leur venir en aide que moyennant paiement. Ils se faisaient payer grassement leurs services. C'est ainsi qu'ils avaient compris que cette rue, qui était venue d'elle-même s'installer chez nous, pouvait servir pour nourrir les habitants lorsque la saison des pluies battait son plein et empêchait les honnêtes gens de vaquer à de plus honnêtes occupations. Alors, des hommes bien intentionnés se firent un devoir d'entretenir la boue de la mauvaise saison. La nuit, ils creusaient dans la rue de véritables fossés, qu'ils recouvraient ensuite de terre, habilement, et la rue reprenait au matin l'air tranquille et l'allure engageante d'un chemin propre et bien tenu. Dans ces conditions, les voitures qui arrivaient s'enfonçaient automatiquement dans la boue, et le conducteur devait nécessairement payer, et payer cher, pour sortir de là. Il payait pour l'aller, et puis pour le retour vers la ville. Ainsi, nous ne voyions plus l'hivernage venir et la terreur que cela entraînait autrefois, lorsque nous nous demandions si nos réserves et nos provisions allaient suffire à nos besoins pendant le temps que durerait le chômage. Et nous bénissions la rue d'être venue s'installer chez nous, d'elle-même, sans nous demander notre avis. Car inutile de rappeler que ce n'était pas nous qui avions construit cette rue, mais l'administration avec un grand A. Aujourd'hui, quand j'entends des gens dire autour de moi que la rue est un des aspects du progrès, je me demande s'ils se rendent bien compte de la véracité de ce qu'ils avancent. Mais d'où gagna la prison à cause de son activité débordante dans cette rue du village, après y avoir gagné beaucoup d'argent? La chose se passa de la manière la plus inattendue. Une belle automobile bleue vint s'embourber un matin. Aussitôt, la foule se précipite, et les volontaires viennent demander le prix de l'effort à faire pour la dégager. D'où était le chef du groupe des volontaires. À l'intérieur de la voiture, il y avait un chauffeur noir. On marchande, et puis les hommes de bonne volonté se mettent au travail. La belle voiture bleue sort de la boue, difficilement, se retrouve sur le sol ferme, et continue son chemin. Jusqu'au village voisin où l'on entend son moteur s'arrêter. C'est curieux, dit quelqu'un dans la foule, on aurait dit la voiture de l'un des chasseurs du dimanche. Mais oui, c'est la voiture de ce blanc qui a la bouche pleine d'or, répond quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'était lui qui la conduisait l'autre jour. Ce doit être son chauffeur. Mais qu'est-ce qu'il peut bien aller faire à Bonacamé? Ce n'est pourtant pas un fils d'ici. Une demi-heure après, la voiture vint encore passer dans notre village, et inévitablement se retrouva sans force dans la boue. C'est alors que les gens, qui s'affairaient autour d'elle, remarquèrent à l'intérieur Agatha, elle-même, dans une des plus jolies robes que je lui ai jamais vues. Elle était assise sur la banquette arrière. Elle était belle, belle comme un jour de soleil. Mais que diable faisait-elle donc là? Tiens, Agatha, Fidou. C'est donc toi, notre sœur, qui pars ainsi dans la voiture d'un blanc. Connais-tu donc le propriétaire de cette auto? Et la foule moqueuse se mit à rire jusqu'au point de décontenancer Agatha qui, excédée, finit par répondre. Qu'est-ce que cela peut bien faire, à vous autres, que je connaisse le propriétaire de l'auto ou non? Vous vous mêlez toujours d'affaires qui ne vous regardent pas. Voulez-vous savoir où je vais?
Eh bien, ne vous torturez pas, je vais vous le dire, je vais chez le propriétaire de cette voiture. Êtes-vous content à présent? Non, moi, je n'étais pas content. J'avais vu Agatha la veille au soir, et elle ne m'avait pas dit qu'elle irait le lendemain matin à la ville, et je la retrouvais là, dans une belle auto bleue, et elle avait le toupet d'avouer à tout le monde, d'elle-même, qu'elle allait chez le propriétaire de la voiture. Agatha, criai-je, tu ne vas pas y aller, je te défends d'y aller. Elle me regarda et s'apprêta à dire quelque chose, mais ma Médie intervint aussitôt. Fils, mon enfant, de quoi te mêles-tu? Laisse donc partir cette fille perdue, dans sa voiture. Qu'elle aille où elle veut, qu'est-ce que cela peut bien te faire? Ce n'est pas ta femme, et tu ne vas pas te salir à lui adresser la parole. C'en est assez, mère, dis-je dans un ton de colère grandissante. Je te dis que c'en est assez. Dans ce village, vous insultez tous cette fille, elle n'est pas. Laisse-les dire ce qu'ils veulent, laisse-les parler, la loi. Ne t'occupe pas de moi. Tu as bien entendu ce qu'a dit ta mère? Je suis une fille perdue. Va, ne t'occupe pas de ma vie. Dou, arrête de pousser cette voiture sinon je vais la mettre en morceaux. J'avais hurlé et non parlé. Dou savait ce que cela signifiait, il savait que j'étais en colère, et qu'il n'avait pas intérêt à me contrarier. Ma Médie essaya encore de me contenir, ce fut en vain. Alors, elle s'en alla en pleurant, disant que le ciel l'avait injustement puni en lui donnant l'horrible fils que j'étais, un fils qui ne lui épargnait même pas la honte d'être désobéi devant la foule. Dou et ses hommes durent s'arrêter de pousser la voiture. Dou, dit alors Agatha, si tu ne pousses pas cette voiture tout de suite, je vais dire à la police que c'est toi qui creuses des trous dans la rue pour empêcher les autos de passer sans te payer. Je te répète que je vais le rapporter à la police si tu ne fais pas attention, tu m'entends? Il y eut une rumeur dans la foule. On détestait Agatha, avec tous ses défauts auxquels venait s'ajouter la mesquinerie d'une rapporteuse. Mais la menace était de taille, d'autant plus que Dou et ses hommes avaient déjà touché l'argent réclamé par eux pour le service qu'ils rendaient. Dou me regarda d'un air qui voulait dire « Frère, la loi, ce n'est pas pour te désobéir, mais entends ce que dit la petite, tu vois dans quelle situation je me trouve, je ne voudrais pas aller en prison aussi bêtement. » Et ils se remirent à pousser. J'allais alors empoigner une portière arrière pour sortir Agatha de cette maudite voiture, lorsqu'une main me frappa sèchement sur l'épaule. Je me retournai, et vis le roi Salomon. « Calme-toi, fils, sinon, je vais te donner une correction exemplaire devant tout le monde, me dit-il sans rire. » Physiquement, j'étais plus fort que le roi Salomon, mais lui, du haut de son rang d'ancien du village, il régnait sur mes actes, et personne ne m'aurait pardonné de lui désobéir un seul instant. Je redevins aussitôt un petit garçon, tout comme du temps où le roi lui-même, ou d'autres vieux de chez nous me prenaient sur leurs genoux pour me parler de l'avenir. Je ne dis rien, et je n'avais rien à dire. J'allais m'enfermer chez moi, tandis que la belle auto bleue emmenait Agatha vers la ville. Je crus que j'allais mourir de dépit. Ma femme, la petite Fanny, s'évertua à me consoler tant qu'elle put. À la fin, elle osa me regarder dans les yeux, et elle me dit « Si tu l'aimes, pourquoi donc ne pas l'épouser? » Ce n'est pas que je n'y pense pas, lui répondis-je avec la même simplicité, mais c'est ma mère qui ne veut pas la voir. Si tu pouvais convaincre ma Médie. À partir de ce moment-là, je sus que je pouvais compter sur l'intercession de Fanny auprès de ma mère, et je me remis à espérer qu'un jour, je deviendrais peut-être le mari d'Agatha Moudio. Tant pis si Hélène vaut rien, moralement, me dis-je. Dans le fond, les gens qui valent quelque chose sont plutôt rares. Le lendemain, des gendarmes vinrent arrêter Dou. Non, ce n'est pas Agatha qui avait rapporté son activité à la police, contrairement à ce que d'aucuns ont cru chez nous. C'est le chauffeur de la belle auto bleue qui alla raconter ses mésaventures à son patron, ce qui entraîna l'arrestation de Dou. En outre, de cette deuxième affaire, il résulta que notre village fut mis à l'index par l'administrateur des colonies chargé de notre surveillance. Il n'y a que les affaires extraordinaires dans ce village-là, devait-il écrire dans son rapport de fin d'exercice en pays conquis. Et pour terminer, notre village eut droit à l'une des premières rues goudronnées de Douala. Avec cette particularité du progrès, nous en arrivions à notre phase active de la vie, cette phase où seul le travail honnête fait vivre les honnêtes gens. Je n'avais pas tout avoué à ma Médie lorsque je lui avais fait comprendre que l'enfant de Fanny, qui allait naître quelques mois plus tard, n'était pas le mien à l'origine. Mais maintenant que la petite fille était née, et que tant de choses s'étaient passées depuis, je crus que je pouvais me permettre de dire à ma Médie toute la vérité. L'incident de la rue, ce matin-là, ainsi que la bonté de ma femme, m'encouragèrent à aller affronter ma mère. Tu sais, lui dis-je un soir tandis que nous dînions ensemble chez elle, tu sais, tu dois me pardonner d'avoir été brusque l'autre jour. Tu es la seule personne au monde qui puisse vraiment me pardonner.
Je regrette beaucoup cet incident, mais tu dois comprendre, toi aussi, qu'à présent j'ai grandi. Tu as grandi, m'interrompit-elle. Tu as grandi alors que je te vois encore tout petit, comme si je venais de te mettre au monde? Tu as grandi, et tu ne sais même pas être avec ta femme, une femme disposée à te donner des enfants. Si bien disposée à m'en donner, répliquai-je, qu'elle le fait même à mon insu, avoue que c'est beaucoup. La discussion de ce soir-là n'aboutit à rien. Nous restions sur des positions définies, et nous n'avions, ni ma mère ni moi, aucune intention de démordre de nos points de vue respectifs. C'était la première fois que nous n'arrivions pas à trouver un accord à la fin d'une discussion. Décidément, pensa Mamédy, il a changé, mon petit enfant d'autrefois a changé. Cette pensée lui était pénible. Moi aussi j'étais peiné de ne pas lui donner raison, mais je sentais vraiment que c'était moi qui avais raison. Pourquoi s'obstinait-elle à me prendre pour le petit garçon d'autrefois? Il fallait en finir, et je considérais que j'avais assez obéi ainsi, et qu'il était temps pour moi de prendre des décisions, moi-même. Pourtant, la première décision que je voulais prendre, c'était d'épouser Agatha, et cela, je ne me sentais pas la force de le faire sans l'avis de ma mère. Que faire? Je décidai d'aller voir le roi Salomon, et je le mis au courant de mes intentions. « Fils, tu vas tuer ta mère si tu fais cela, » me dit-il dès que je lui eus parlé de l'essentiel de mon projet. « Je risque seulement de me brouiller avec elle, dis-je, mais elle n'en mourra pas, car tu sais qu'elle aime beaucoup Fanny. Or Fanny m'a promis d'intervenir auprès d'elle. J'insiste, fils, je crois que tu vas faire beaucoup de mal à ta mère si tu épouses cette fille-là. Et puis, qui dans ce village te pardonnerait d'avoir pris une fille comme elle, qui a une si longue histoire derrière elle, et qui a causé du tort à notre communauté en faisant emprisonner Dou? Ce n'est pas elle qui l'a fait emprisonner. Elle est certainement capable de bien des choses difficiles à répéter, mais ce n'est pas elle qui irait rapporter que Dou a fait des trous dans la rue pour empêcher les voitures de passer. Je dis qu'elle en est incapable. Oh, mais tu parles comme si tu la connaissais bien, fils? Tu ne m'as pas dit tout ce que je devrais savoir avant d'aller parler à ta mère, je vois? Allons, raconte-moi tout. Tout lui raconter? C'était pour le moins difficile, mais je le fis, car je voulais qu'il pût parler à Mamédy en parfaite connaissance de cause. Lorsque j'eus fini, le roi bâtisseur sourit et me donna une tape amicale sur l'épaule en clignant de l'œil. Il avait tout compris. Le lendemain, il alla voir Mamédy, mais ce fut en vain qu'il essaya de lui faire comprendre que l'amour était une chose difficile à contenir. Car il s'imagine peut-être qu'elle l'aime, dit ma mère. Laisse-moi rire, elle l'aime tellement qu'elle va se promener à la ville tous les jours, on se demande bien pourquoi y faire. Elle l'aime tellement qu'elle prend de belles voitures envoyées exprès par des blancs, et l'on n'a aucune peine à s'imaginer pourquoi. Laisse-moi rire, elle l'aime. Écoute, roi, tu ne dois pas favoriser ce genre de choses, tu sais? Femme, je reconnais avec toi que la conduite de cette fille n'est pas exemplaire. Loin de là. Mais peut-être que si elle était aux mains de quelqu'un qui l'aime, elle changerait vite, elle deviendrait une autre femme, elle deviendrait peut-être l'exemple même de la vertu, et elle marcherait pliée en deux sous le poids des clés du paradis, enchaîna Mamédy. C'est vrai qu'on a vu cela dans les temps anciens. C'est vrai, mais aujourd'hui, cela ne se voit plus nulle part, et surtout pas dans ce village-ci. Et puis, roi, dis-moi, qui veux-tu qui porte la honte d'avoir une bru qui a fait la vie avant l'âge, sous les yeux de tout le monde, et qui vient se caser chez mon fils alors que personne d'autre ne veut d'elle? Qui? Moi? Je sais que tu as peur de ce que les gens diront. Mais tu dois savoir ce qui se passe dans l'esprit de la loi. Il se dit qu'à son âge, il nous a déjà beaucoup obéi. Avoue que c'est vrai. N'a-t-il pas épousé, sans faire d'objection, une femme que nous lui avons imposée? Ce n'est pas nous qui la lui avons imposée. C'est son père qui en avait décidé ainsi, et je pense qu'il avait le droit de décider de l'avenir de son fils. Un bon garçon n'a pas à refuser que ses parents pensent à son bonheur. Soit, et il n'a pas refusé. Il a pris cette fille, bien qu'il eût certainement préféré ne pas la prendre pour compagne. Il a donc obéi, comme doit faire un bon garçon. Par contre, il remarque que tout ce qu'il a demandé lui a été refusé jusqu'à présent, comme s'il n'avait pas le droit de demander quelque chose, lui aussi. Ce n'est pas juste, Médy, nous ne pouvons pas éternellement prendre notre fils pour un gamin. Il est à l'âge où l'homme tient à s'affirmer, d'une manière ou d'une autre. Dis-moi, est-il quelque chose qui l'empêcherait d'avoir 2 femmes ou davantage? Il est fort, courageux, il saura s'occuper d'elles, ne crois-tu pas? 2 femmes? Je veux bien, quoique je ne sois pas sûr de la nécessité pour la loi d'épouser 2 femmes. Mais ce que je ne veux pas entendre, c'est que la 2e femme de mon fils soit une poule de luxe point qu'il prenne n'importe quelle autre femme au monde, mais je répète que je ne veux pas que ce soit Agatha Moudio.
D'ailleurs, je me demande encore ce qu'une deuxième femme vient faire ici. L'homme prend une deuxième épouse quand il constate qu'il ne fait pas d'enfant avec sa première femme, ou quand il voit que celle-ci ne sait pas lui donner de garçon. Il faut attendre pour voir cela. Mon fils vient seulement de se marier, et Fanny lui a déjà donné une fille. Ce n'est pas une femme stérile. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir sa mère, la femme de Tanga. Elle a 7 enfants, des garçons et des filles. Femme, tous tes arguments sont bons. Ce n'est pas moi qui irai te donner tort. Mais il faut que tu comprennes les choses comme elles se présentent. La loi aime une fille. Il se trouve que c'est, selon nous, une fille perdue. Mais lui, il l'aime, et il voudrait l'épouser. Il nous a d'abord témoigné son respect envers nous, en épousant une femme que nous lui ordonnions pratiquement de prendre. Mais il entend, de même, que nous respections sa personnalité en acceptant le choix qu'il a fait, de son plein gré, d'épouser Agatha. D'épouser qui? Répète-moi le nom que tu as dit là? Agatha, je dis Agatha Mudio. Jamais, roi, je te dis qu'il ne l'épousera jamais sinon, moi, je cesserai d'être sa mère. Quoi? Celle-là qui ne se contente pas de faire tout ce qu'elle fait, mais qui se prend en plus pour une femme blanche. Avec des robes ouvertes, partout, comme si elle voulait faire voir son corps à tout le monde. Elle va devenir la femme de mon fils, et elle ne voudra même pas voir une pauvre femme comme moi auprès de la loi, et elle ne fera rien de ses mains. A-t-on jamais vu une telle femme aller travailler au champ, ou simplement aller puiser de l'eau pour son mari? Dis-moi encore que la loi va épouser une telle créature, et je te répète que je cesserai d'être sa mère s'il fait cela malgré mon refus. Femme, termina le roi Salomon, je ne veux pas que tu croies que je vais encourager la loi à prendre une deuxième épouse, et encore moins à prendre celle-là que nous détestons tous ici. Mais je dois te prévenir que dans ce genre d'affaires, il n'est pas toujours possible de faire entendre raison à son propre fils. Et il s'en alla point j'allai de mon côté demander des explications à Agatha. Elle se montra d'une humeur massacrante. Si tu es comme tous les gens de ton village, si tu penses que je suis une paix, je me demande ce que tu viens chercher auprès de moi. Tu n'as pas voulu de moi lorsque je me suis offerte. Tu as préféré écouter ta mère et les anciens de ton village. Maintenant, je ne veux plus en faire qu'à ma tête. C'était clair, Agatha avait cessé de songer que je l'épouserais un jour. Je rentrai chez moi, et je demandai à Fanny de ne plus s'occuper de cette affaire auprès de Mamédi. Je me remis à raccommoder mon épervier déchiré en plusieurs endroits. Bientôt, la saison de « la petite pêche » serait là, je devais me tenir prêt. Un mois s'écoula, pendant lequel mon cœur ne me parla plus d'Agatha. Plus du tout. Mais ce cœur, c'est quand il ne parle pas qu'il se manifeste. Un soir, alors que je ne me préoccupais plus guère de savoir ce qu'elle était devenue dans la vie, Agatha Mudio vint me voir, soi-disant pour me demander la raison de ma disparition définitive, et aussi pour apporter des cadeaux à mon enfant. Elle offrit de menues choses à Fanny pour l'enfant, et elle s'excusa de ne s'être pas présentée auparavant. C'est que dans ce village-ci, si peu de personnes m'aiment, que je suis obligé de toujours me méfier de ce qu'on va dire. Ce soir-là, Agatha me parla de toutes sortes de projets qu'elle avait l'intention de réaliser. Elle allait partir pour un long voyage, elle allait y rester très longtemps. Elle espérait ainsi se faire oublier de son village, de ses parents, de notre village, de tout le monde. Tu ne pars pas pour un pays très lointain, je suppose? Demandai-je en l'interrompant. Si, justement, me répondit-elle. Je suis venu te dire adieu, car je pars demain. Je voulais ton avis là-dessus, si tu veux que je parte ou non. Je me laissai avoir, je montrai clairement à Agatha que ce départ m'ennuyait. Je me demande encore pourquoi ce départ pouvait m'ennuyer, car à dire vrai, les agissements d'Agatha, ces derniers temps encore, avaient fini par me dégoûter d'elle, presque complètement point non, dis-je, ne quitte pas ton village. Tu sais que ton père va revenir bientôt de prison. Il serait très malheureux de ne pas te retrouver en rentrant. Mon père? Eh bien, qu'il me retrouve ou non, il s'en moque éperdument, je le sais bien. S'il m'aime autant à son retour qu'il m'adorait avant son départ, je ne vois pas en quoi mon absence pourrait gâcher son plaisir de revoir son monde. Ce n'est pas ce qui me ferait hésiter un seul instant. Ce qui compte pour moi, en ce moment, c'est la vie de quelqu'un de bien plus important que mon père. Alors, décide-toi. Que je parte demain. Je compris. Comment ne pas comprendre? C'était une véritable déclaration que la belle Agatha était en train de me faire. Fanny cligna de l'œil, elle aussi avait compris. Je vis son œil et il voulait dire, très clairement, « Allons donc, pourquoi laisserais-tu passer une telle occasion? Sois raisonnable. Une femme qui vient te demander de la prendre, ne t'y trompe pas, c'est une femme qui meurt d'amour pour toi. » Je compris, et je me tournai vers Agatha. « Écoute, lui dis-je,
Mamédi ne veut pas entendre parler de notre mariage, et personne dans notre village ne serait d'accord avec moi si je soumettais mon projet à l'approbation générale. Personne, sauf peut-être le roi Salomon. Lui non plus ne t'a pas en très haute estime, mais il est raisonnable et en tout cas, je lui ai tout dit. Il sait tout ce qu'il y a entre toi et moi. À part lui, il y a Fanny. Elle ne te veut pas de mal, bien au contraire. Nous sommes deux à vouloir que tu ne t'en ailles pas en voyage demain, ni même après-demain. Oui, c'est vrai, dit Fanny. S'il n'y avait pas les autres à considérer, tu sais, tu pourrais venir habiter ici n'importe quand. Mais surtout, il ne faut pas que tu partes. Puis Fanny se retourna vers sa petite Adèle, et se remit à lui chanter une berceuse, pour l'endormir. Il commençait à se faire tard. Merci, dit Agatha. Puis elle s'en alla. Cette nuit-là même, la mère Mauvergard alla trouver Mamédi, lui dit tout ce qu'elle avait vu, elle voyait tout dans notre village, lui fit remarquer qu'il se passait de drôles de choses, et promit de rester vigilante. Puis elle rentra chez elle, en se disant dans son fort intérieur que si, leur fils, s'amusait à leur faire une chose pareille, elle couperait le fil des grossesses à ses deux épouses. Seule la nuit calme entendit les sourdes menaces de la mère Mauvais Regard.